Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Merci à vous. On l'entendait encore à l'instant. Faut-il ou pas livrer des chars à l'Ukraine? C'est la question qui a traversé tous les pays occidentaux ces derniers jours, ces dernières semaines. L'Allemagne et les États-Unis ont dit oui. Que doit faire la France? D'abord, la France, elle doit décider souverainement. C'est à la France et à elle seule de décider ce qu'elle doit faire, si elle doit ou pas livrer des chars. Et moi, je crois qu'elle ne doit pas livrer ces chars. Au moment où nous nous parlons, je pense que c'est un changement de logique, un changement de paradigme. Mais au-delà de cela, je pense que d'abord, il faudrait que les parlementaires, l'émanation des Français, eh bien, puissent être consultés et décider à travers un vote. Donc, première chose, la France doit décider souverainement. C'est pas l'Allemagne, c'est pas les États-Unis qui doivent faire pression sur nous, qui doivent nous inciter à livrer ou pas ces chars Leclerc. Et la deuxième chose, il faut que le président de la République consulte la représentation nationale. On est quand même privé de beaucoup d'informations et je pense que cette privation d'informations, ce manque de débat n'aide pas à nous faire un avis éclairé. Il y a quand même une information que vous avez qui est peut-être l'information essentielle, c'est que c'est l'Ukraine qui demande la livraison de chars lourds. C'est l'Ukraine qui dit, pour défendre le territoire ukrainien, nous avons besoin d'armements supplémentaires. Oui, j'entends ça. Je me souviens aussi qu'il y a 6 mois, on était sur des livraisons de matériel beaucoup plus léger, de matériel défensif, et on nous disait, voilà déjà le maximum de ce qu'on va livrer, voilà où nous en sommes, voilà ce que nous faisons, ça n'ira pas plus loin. Or, je vois que non seulement ça va plus loin, mais il y a une sorte d'escalade. Alors moi, je ne perds pas de vue le fait qu'il faille aider l'Ukraine. Mais aujourd'hui, j'ai aussi le sentiment qu'on avance, qu'on monte d'une marche et on ne sait pas jusqu'où tout cela s'arrête. Et puis, on voyait ce matin dans les matins LCI, Sébastien Chenu, pardon, je vous interromps, mais qu'il y a aussi la demande de l'Ukraine d'avions, de missiles longue portée. C'est la presse britannique qui, ce matin, prête à la France, même s'il faut rester bien sûr très prudent, la volonté hypothétique de livrer des avions. Pourquoi pas des Mirage 2000? Il n'y a pas eu de confirmation côté français, mais c'est la même logique pour vous. Ce serait non également? Oui, mais je pense que, si vous voulez, la logique, enfin, la suite de cette histoire, c'est quoi? D'abord, on a peu de chars Leclerc disponibles. En tous les cas, en livrer quelques-uns, est-ce que ça change fondamentalement les choses? Si ce n'est qu'en termes d'image, ça peut nous placer dans une logique de co-belligérance, une logique qui est souvent remise en cause, qui est débattue. Vous craignez oui, c'est que les Russes s'en prennent à nous? On peut penser, en tous les cas, que les Russes pourraient évidemment se dire il y a des alliés maintenant de l'Ukraine qui mènent une politique offensive. Mais surtout, après, vous savez que c'est Charles Leclerc. On est peureux, donc on arrête d'aider l'Ukraine. Non, on n'est pas peureux. On n'est pas peureux, on défend nos intérêts. Parce qu'après, les chars Leclerc, une fois qu'on livre des chars Leclerc, il faut bien les faire fonctionner, il faut bien les entretenir, il faut donc des hommes qui savent le faire. On n'est pas formé pour conduire un char Leclerc en 15 jours. Je crois qu'il faut entre 3 et 6 mois. Donc, par conséquent, après, ce sont des soldats. Est-ce qu'on a envie que des soldats français participent aussi à ce conflit? Il y a une logique qui va, à mon avis, nous positionner, nous mettre en danger. Mais vous défendez souvent la grandeur de la France. Pour vous, la France, c'est pas n'importe quel pays. On peut vraiment tenir notre rang international et considérer que ceux qui vont aider un pays souverain à se défendre, ce sont les Américains, ce sont les Allemands, et que la France soit spectateur de tout ça? Mais il n'est pas question d'être spectateur. Et les Ukrainiens demandent une aide et vous nous dites non. Une aide offensive, je pense que c'est aller trop loin. En revanche, la France, qui a une voix singulière dans le concert des nations, peut évidemment concourir à ramener ces gens autour d'une table. N'oublions pas qu'à la fin, ça ne peut se régler que diplomatiquement. Parce que sinon, et on le voit encore aujourd'hui, c'est chaque jour davantage de morts. Donc il faut savoir comment on règle ce conflit. On ne peut le régler que diplomatiquement. Si ce n'est pas la diplomatie, c'est la guerre. Il n'y a pas 50 solutions. Comme on ne souhaite pas que ce soit la guerre, que personne n'a envie que ce soit la guerre, je pense que la France, et Emmanuel Macron, qui pendant longtemps parlait à Vladimir Poutine, aujourd'hui je ne sais pas où ils en sont, ça ferait partie aussi des éléments d'un débat devant le Parlement, eh bien je pense que la France peut être l'un de ces acteurs, avec d'autres, pas seuls, qui permettent de mettre l'ensemble des participants à ce conflit autour d'une table. Juste un petit mot et on va avancer. Il y a une loi de programmation militaire qui sera soumise au Parlement. Pour le coup, là, vous allez voter 400 milliards d'euros, un peu plus même, sur 7 ans. Il y aura le soutien du Rassemblement national sur ce texte? C'est la logique que nous défendons. Nous considérons que, et vous savez, la logique de l'OTAN, ça a été désarmez-vous, nous vous protégeons. Finalement, disaient les Américains, mettez-vous sous notre parapluie. Or, on voit qu'une défense, elle doit être nationale. On doit avoir la capacité de se protéger. Donc, une augmentation
importante du budget de défense, oui, ça va dans le sens de ce que nous défendons et de ce que nous proposons. A priori, nous y serons favorables. Alors, venons-en à l'actualité sociale en France. C'est bien sûr la réforme des retraites. Ça va aussi concerner l'Assemblée dans quelques jours, puisque le texte va arriver en commission puis en séance publique. Il y a des mouvements de protestation. Il y a eu la grève et la journée d'action du 19 janvier, celle du 31 à venir. Et puis, il y a aussi ces grèves dans les transports qui sont annoncées pour le 7 et 8 février, une grève reconductible à partir de mi-février pendant les vacances scolaires. Vous, vous êtes opposé à la réforme, mais est-ce que vous soutenez ou est-ce que vous condamnez ces modes d'action ? Ah non, moi je ne condamne pas les modes d'action. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est que le gouvernement retire cette réforme des retraites. L'objectif, c'est pas le blocage. L'objectif, c'est pas que la France aille moins bien. Mais si le blocage est utilisé, ça vous pose pas de problème. À partir du moment où il y a des manifestations et des grèves, évidemment, il y a des situations qui sont gênantes pour beaucoup de Français. Mais il y a quelque chose qui permet de sortir de cela. C'est que le président nous dise, s'il ne veut pas retirer la réforme des retraites, qu'il va au référendum. C'est aussi le sens de la motion référendaire que nous avons déposée à l'Assemblée nationale. Alors, le gouvernement a répondu très clairement c'est non. À votre place, Gabriel Attal, mardi, vous renvoyez même la balle en disant on voit très bien la manœuvre de l'opposition, et il vous citait, vous, Rassemblement national comme d'autres, c'est pour éviter le débat au Parlement, dit-il, c'est pour éviter d'avoir à présenter une contre-réforme, ses modalités, la manière dont elle serait financée. Non, pas du tout, je crois même que c'est exactement l'inverse. D'abord, le débat au Parlement, il doit avoir lieu. Vous savez, on va avoir 15 petits jours de débat au Parlement. Et moi, je suis défavorable. Nous, au Rassemblement national, on est défavorable à la stratégie de l'obstruction. Au contraire, on a besoin d'éclairer les Français et de débattre. Vous avez déposé très peu d'amendements, 75. Oui, il y en aura une centaine. Sur les 6 900. Oui, mais parce que l'idée, c'est pas de déposer, je crois qu'il y a 5000 amendements déposés par la NUPES, c'est pas de bloquer ridiculement toute discussion. Au contraire, c'est d'éclairer les Français par le débat et pas d'avoir de stratégie d'obstruction. Sauf que ça donne le sentiment, pardon Sébastien Chenu, que l'opposition au Parlement contre cette réforme, c'est la NUPES. Non, je ne crois pas du tout. Je crois pas du tout. La NUPES est dans la même stratégie depuis le début, c'est-à-dire déconstruire les institutions, mettre le bazar partout où elle est. Nous, on est favorable à du débat, à proposer, à faire des propositions. Et puis, le référendum, c'est quand même ce qu'il y a de mieux encore pour que les Français se prononcent sur un sujet fondamental, un sujet de société fondamental. Je ne vois pas ce que le gouvernement redoute. Alors, il redoute probablement le fait qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il prend la parole, il y a de plus en plus de Français qui sont hostiles à cette réforme des retraites. Ça, probablement... Vous avez raison sur le fait qu'il assume de faire une réforme qui n'est pas populaire parce qu'il l'estime nécessaire. Et parce qu'elle est injuste. Vous avez été élu parlementaire, vous êtes député. Est-ce que c'est pas, au fond, votre travail de voter la loi, d'en débattre? Mais c'est exactement ce que nous allons faire. Oui, mais vous dites c'est aux Français d'en décider, très bien. Sauf que les Français, ils vous ont élu pour en parler au Parlement. Mais parce que c'est un sujet de société fondamentale. Nous, on va faire notre boulot à l'Assemblée nationale. Je veux dire, c'est notre champ de bataille, l'Assemblée nationale, lorsqu'on est député. Lorsqu'on est député, on mène le combat là où on l'est, à l'Assemblée nationale. Mais c'est un sujet fondamental. Et c'est un sujet, en plus, sur lequel s'est fait élire Emmanuel Macron en toute transparence. Il a dit « je ferai la réforme de retraite ». Mais beaucoup de gens qui ont voté Emmanuel Macron, qui sont responsables, co-responsables de cette situation, en fait, toute la gauche qui a appelé à voter Emmanuel Macron et qui aujourd'hui est très mal à l'aise, dit « oui, mais Marine Le Pen, voilà, alors, mais oui, ils sont donc très mal à l'aise ». Eh bien, moi, je pense que c'est une solution pour que tout le monde retrouve sa famille, son camp politique, ses propositions, soit dans la transparence. Chacun se remet autour d'une table, débat de ce sujet fondamental et informe les Français. Parce que souvent, c'est dans le détail. Les Français, ils ont compris quand même ce qui se passait là. Ah oui, ils ont compris qu'effectivement, c'était une réforme antisociale, c'était une réforme injuste, c'était une réforme qui était une exigence aussi de l'Union européenne. Parce que ce qu'il faut bien dire aussi, c'est que c'est une réforme qui est là parce que c'est l'échange qu'on a en échange du plan de relance de l'Union européenne. C'est en fait la France qui doit payer sa dette à l'Union européenne. C'est Clément Beaune qui l'a dit d'ailleurs. Non, je crois que le plan de relance a été approuvé en 2021. Emmanuel Macron n'avait pas encore été réélu président de la République. L'Union européenne a dit, et Clément Beaune, je le disais parce que j'ai retrouvé les propos du ministre des Transports, l'Union européenne a dit il faudra que la France fasse un effort sur sa politique sociale en retour. Et puis c'est aussi une réforme comptable, en dehors du fait d'être injuste, elle va probablement permettre d'éponger les déficits qui ont été faits par ce gouvernement. C'est un gros mot, réforme comptable, Sébastien Chenu. Est-ce qu'il ne faut pas équilibrer le système? Oui, parce que c'est pas de la bonne gestion. Non, parce que mais parce que le système n'est pas en danger. Vous savez, alors tout le monde
monde parle du rapport du corps. Encore faut-il le lire. Le rapport du Conseil d'orientation des retraites. Si on dit le rapport du corps, peut-être que les Français ne savent pas ce que c'est. C'est le Conseil d'orientation des retraites qui nous dit que... Qui est très diversement interprété. Mais il faut le lire, tout simplement. Il ne faut pas l'interpréter, il faut le lire. Moi, j'ai regardé ce qu'il disait. Il n'y a pas de dynamique des dépenses qui mettent en danger le système à court et à moyen terme. En moyenne déficitaire sur les 25 prochaines années. Il dit beaucoup de choses. Il dit qu'il faut augmenter les recettes. Et je pense qu'il faut augmenter les recettes. C'est la problématique centrale, finalement. Si on veut, comme nous, au Rassemblement national, une retraite par répartition, il faut plus de recettes, c'est-à-dire plus de gens qui travaillent, une France plus industrialisée, une France qui produit davantage, avec une productivité qui a baissé sous Emmanuel Macron, c'est-à-dire avec des emplois qui ramènent des cotisations sociales, et puis une politique nataliste qui permette à moyen et long terme. Le chômage baisse aussi grâce à la politique du gouvernement, Sébastien Chenu. Reconnaissez quand même une chose, on nous dit le chômage est en baisse. Pour quel type de boulot? Des boulots qui ont peu de valeur ajoutée. Vous êtes livreur Deliveroo, vous êtes chauffeur Uber, tout ça, ça rapporte peu de cotisations sociales. Et j'ajoute que dans le rapport du Conseil d'orientation des retraites, on nous dit que la baisse du nombre de fonctionnaires qu'a initié Emmanuel Macron a eu un impact financier sur les retraites. Ça a fait baisser. Pas supprimé, mais parce il l'avait annoncé, il ne l'a pas fait. Pour le coup, vous pourriez dire qu'il n'a pas tenu ses promesses. Écoutez, il suffit de regarder les hôpitaux, etc. Les fonctionnaires, ça cotise beaucoup au système de retraite. Ça pèse lourd dans l'équilibre du système de retraite. Donc avoir une fonction publique qui a été abîmée, eh bien là encore, c'est une preuve de mauvaise gestion de ce gouvernement. Est-ce que vous, mardi, vous serez dans la rue? On sait que ce n'est pas la ligne officielle de votre parti. Marine Le Pen ne participe jamais à ces manifestations, mais dans votre circonscription avec vos électeurs, est-ce que vous y serez? Alors, a priori, mardi matin, je siège au Conseil régional. Je vais défendre, comme nous l'avons fait avec les élus dans les Hauts-de-France, une motion aussi contre la réforme des retraites, qui n'a pas été votée par la gauche, notre motion hier au Conseil régional des Hauts-de-France, ni par la droite. Mais moi, je ne m'interdis pas d'être quelque part dans la rue. Je ne me l'interdis pas. J'attends pas une autorisation de la CGT ou de qui que ce soit d'ailleurs. Mais je crois que... Vous dites ça parce que la CGT dit que vous n'êtes pas les bienvenus, les élus. Mais attendez, alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est totalement scandaleux. Vous imaginez si demain, si aujourd'hui sur le plateau, je disais que j'interdis à des militants ou à des élus de gauche de participer à des manifestations. Mais enfin, tout le monde trouverait ça épouvantable et on aurait bien raison. C'est scandaleux. Au-delà de ça, tout à l'heure, c'est à cause d'eux qu'Emmanuel Macron a été élu. C'est normal. Mais alors, au-delà de ça, j'ai pas envie de me retrouver bras dessus bras dessous avec des gens qui sont totalement hypocrites, qui essayent de se donner bonne conscience. Ils l'ont fait élire. Maintenant, ils organisent des manifestations. Mais la place des députés du Rassemblement national avec Marine Le Pen, c'est à l'Assemblée. C'est là qu'on fait entendre la voix des Français. C'est là qu'on fait des propositions. C'est là qu'on mène sérieusement aussi la bataille des retraites. Et c'est là peut-être qu'on va réussir à faire craquer le vernis. Les députés des Républicains, on va leur demander leur position. On va les pousser dans leur retranchement. Ils sont divisés aujourd'hui. Oui, mais ils passent du matin au soir et ils passent leur temps à dire qu'ils sont l'opposition à Emmanuel Macron. Bon, eh ben on va les voir à l'œuvre. Est-ce qu'ils sont bouées de sauvetage? Est-ce qu'ils sont opposition? Et puis le vernis craque parce qu'il y a des députés de bonne foi, y compris dans la majorité, qui considèrent qu'effectivement, cette réforme, elle est injuste. Il y a une procédure qui a été engagée, c'est un choix du gouvernement. On est dans le cadre d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ça veut dire, vous l'avez rappelé tout à l'heure, que le temps des débats va être contraint. Je le disais en introduction, vous êtes vice-président de l'Assemblée nationale. Ça veut dire que vous allez vous-même présider des séances pendant Oui, probablement. Probablement, oui. Et vous appliquerez les règles. Vous respecterez pour le coup ce temps contraint, l'avancement des débats dans un temps rapide. Il y a une députée LFI qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale. Elle, j'espère, respectera les institutions. Vous savez, j'ai présidé des débats dans lesquels il y avait différentes prises de position. J'aurais aimé intervenir. Quand on préside l'Assemblée nationale, on se place au-dessus de la mêlée. Donc nous, on respecte les institutions. Mais on le fait depuis le début. On respecte les institutions parce qu'on n'est pas là pour transformer l'Assemblée nationale en ZAD. En revanche, on sera leader des écologistes. Oui, on sera mobilisé, comme on l'a toujours été, pour défendre l'intérêt des Français. Vous dites, on respecte les institutions. À votre place hier, Fabien Roussel du Parti communiste disait, faut fermer certaines institutions mardi en solidarité. Il pensait aux mairies. Il fait un appel aux maires. Il dit, fermez vos mairies mardi. Vous avez des maires, Rassemblement national. Est-ce que mardi, ils fermeront leurs mairies? Non, mais le droit de grève, il est individuel. Donc je pense qu'il y a un côté un peu gadget chez Fabien Roussel. Il y a un côté symbolique. Non, mais il faut bien que les communistes cherchent un peu à exister. Ils sont coincés en étau par la France insoumise, les Verts, etc., à se faire entendre. Et puis ils ne représentent pas beaucoup numériquement d'électeurs. Donc il faut bien trouver de quoi faire un peu de com. Mais le droit de grève, il est individuel. Chacun a le droit de pouvoir entrer en grève mardi, que ce soit dans une mairie, dans un conseil régional, dans une entreprise privée ou publique. Les Français sont libres. Le droit de grève, moi je le défends.
défendre, il est inaliénable. Mais contre le blocage du pays, il y a une solution, c'est le référendum. Avec l'annonce d'un référendum, il n'y aurait pas de blocage du pays. Il y a aussi une question à travers tout ça, Sébastien Chenu, qui est le rapport au travail qu'ont les Français. D'ailleurs, vous l'avez dit, il faut des emplois plus productifs, il faut davantage d'emplois tout court. Cette semaine, l'IFOP a fait une étude pour la Fondation Jean Jaurès, qui a des résultats assez interpellants, qui nous dit que seul un Français sur 5 trouve que le travail est très important. C'était 3 sur 5 en 90, ça veut dire que ça baisse. Plus de 3 sur 5 souhaitent avoir plus de temps libre, quitte d'ailleurs à gagner moins d'argent. Là aussi, c'est une proportion qui a évolué dans un sens où on voit que les Français s'écartent du travail. Est-ce que c'est aussi votre position? Est-ce que vous reconnaissez dans cette majorité de Français? Non, mais nous, on est fondamentalement le mouvement de la France qui travaille. Nous, on défend la France qui travaille, la France qui a travaillé, la France qui a travaillé ou la France qui voudrait travailler. Parce qu'il y a des tas de gens, notamment je le vois dans ma circonscription, des jeunes qui aimeraient sortir de petits contrats bidons, de l'intérim, etc. Et puis il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Est-ce que c'est vraiment le sens de l'évolution de la société des mentalités? Non, je pense que c'est pas daté que de défendre la valeur travail. Et c'est vrai que s'il ne reste qu'un mouvement politique qui défende la valeur travail, ce sera le Rassemblement national. Alors bien sûr, cette valeur travail, elle est abîmée. Elle est abîmée. Et je vous donne un exemple. Lorsque nous proposons la hausse des salaires de 10%, jusqu'à 3 fois le SMIC, en échange d'un gel des cotisations patronales, la gauche n'est pas là. La gauche a refusé de voter ça. Donc ils abîment quelque part ce qui pourrait redonner du sens à la valeur travail. C'est pas forcément sur le fond. Il y a des... Mais c'est bien le problème. C'est pas sur le fond. C'est pas sur le fond. Bah oui. Ces gens sont sur des postures, sur de la communication. Nous on est là pour faire avancer les choses et notamment faire avancer et protéger cette France du travail. La semaine prochaine, au-delà de l'actualité retraite, il va y avoir une augmentation des tarifs des péages, plus 4,75%. Si Marine Le Pen était présidente, qu'est-ce que vous feriez? Que se passerait-il la semaine prochaine? Vous savez, on a déjà indiqué pendant la campagne présidentielle, et on avait été beaucoup critiqué, que nous, on souhaitait renationaliser les péages. Que se passe-t-il avec les péages? Les tarifs augmentent, vous l'avez vu, mais les péages s'étaient engagés à travers les contrats qu'ils ont avec l'État, la délégation qu'ils ont de l'État, à ne faire finalement que 7% de bénéfices. Ils sont à 12%. Donc, les péages, enfin les sociétés d'autoroutes, pour être précis, engrangent énormément d'argent chaque année. Quelque part, l'État s'est fait un peu avoir. Les Français ont payé la construction des autoroutes et aujourd'hui, ils payent fortement les péages. Nous, on pense qu'il faut renégocier. Notamment les dates de sortie des contrats qui nous lient aux sociétés d'autoroutes. On pense qu'il faut nationaliser. Et puis, si tout cela s'avérait difficile, eh bien, regardons si on ne peut pas taxer davantage ces sociétés d'autoroutes qui font peser sur les Français des hausses qui sont scandaleuses. Mais donc vous, globalement, vous le disiez aussi tout à l'heure sur les retraites, la société de Marine Le Pen, ce serait une société de plus de taxation, plus d'impôts, plus de... Non, une société plus juste. Parce que lorsque des sociétés d'autoroutes s'en mettent plein les poches sur le dos des Français, les Français, ils ont payé la construction des péages, eh bien ce n'est que justice lorsqu'ils font des super profits que d'aller effectivement leur demander de contribuer à l'effort national. Restons sur les questions d'argent. La Commission nationale des comptes de campagne a rendu son verdict. Bon, il y a une bonne nouvelle, c'est que les comptes de tous les candidats sont validés à quelques petits bémols près. Il y a un bémol qui vous concerne. Les comptes là ont été publiés, sauf ceux de Marine Le Pen, parce qu'elle a saisi le Conseil constitutionnel. Vous respectez pas les règles au Rassemblement national? Ah si, on respecte les règles, et on les respecte tellement que si on ne les respectait pas, on est sous les feux de l'actualité du matin au soir, on serait durement sanctionné. On a toujours respecté les règles. Alors, en revanche, on peut contester des modalités de remboursement qui ne nous paraissent pas aller dans le sens que nous défendons. Et d'ailleurs, tous les candidats peuvent contester à un moment un remboursement qui n'est pas fait à la hauteur de ce qu'il doit être. Alors, en l'occurrence, ceux qui contestent, tout à fait légitime. Mais pourquoi vous contestez? Mais parce qu'on estime qu'il y a un remboursement. Alors, je vais rentrer dans la technique que je connais assez mal. Il y a un remboursement pour du flocage de bus, si mes souvenirs sont bons. La décoration de bus, la décoration de bus qui n'a pas été fait, considérant que ce n'est pas probablement de la publicité politique, alors qu'évidemment, mettre la photo de Marine Le Pen sur des bus nous apparaît comme étant être une sorte de publicité politique qui entre dans les critères. Voilà, on conteste. Bon, dans l'actualité des prochains jours, il va y avoir également la présentation du texte de loi sur l'immigration. C'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est en charge. Tout à l'heure, dans l'interview, vous me disiez, nous, on vote quand ça va dans le bon sens. Le ministre de l'Intérieur dit, on veut accentuer le taux d'exécution des OQTF, obligation de quitter le territoire français. Il a présenté des chiffres hier, et on voit que ça progresse. Les expulsions d'étrangers en situation irrégulière sont en hausse de 15% en 2022. Le ministre s'est même fendu d'un tweet pour dire « En particulier, priorité donnée aux étrangers délinquants. 3615 étrangers délinquants expulsés en 2022, soit 2 fois plus qu'en 2021. » Est-ce que vous dites « Bravo, ça va dans le bon sens, on va voter la loi » ?
Vous n'avez pas tout dit, Adrien Gindre. Non, d'abord, Gérald Darmanin n'a pas voulu nous donner les chiffres sur les OQTF. Vous vous rappelez de Gérald Darmanin qui disait 100% de reconduite à la frontière pour les personnes qui sont destinataires d'une OQTF. Hier, il n'a pas voulu communiquer sur le chiffre. Il faut le dire. En l'occurrence. Et puis, vous nous dites, on n'a jamais autant expulsé. Non. En 2019, on expulsait davantage. Donc en réalité, on est revenu à un chiffre des années précédentes, on était tombé tellement bas, mais qui n'est pas le chiffre de l'année 2019. La réalité, c'est qu'en fait, c'est toujours le point mort. Ce qui fonctionne, oui, c'est le nombre de demandes d'asile. Il y a de plus en plus de demandes d'asile, puisqu'il y a une hausse absolument inédite, je crois, de 30% de dossiers de demandes d'asile. Et puis les régularisations. Le gouvernement régularise à tour de bras, plus 8% de régularisation. Tous ces chiffres sont inédits et sont jumeaux d'ailleurs de ceux de l'Union européenne. On n'est jamais entré autant dans l'Union européenne de façon légale ou illégale. Il n'y a jamais eu autant d'immigration dans le pays et dans l'Union européenne depuis des années. Et puisque la loi de Gérald Darmanin vise précisément à encadrer cette immigration, à lutter contre l'immigration illégale, à renvoyer chez eux ceux qui n'ont pas à être sur le territoire français, est-ce que là, vous serez en soutien? Il ne s'en donne pas les moyens. On en est à la 30e loi sur l'immigration depuis les années 80. La 30e loi, et qu'est-ce qu'on voit? L'immigration a pris des tournants, a pris des élans qui sont absolument incroyables et insupportables pour les Français. Alors il faut changer de logique. Le problème, c'est qu'ils sont dans la même logique. Nous considérons par exemple que le Danemark, qui demande que les demandes d'asile soient faites dans les pays d'origine, eh bien ça, c'est une proposition. Elle n'est pas dans la loi de Gérald Darmanin. Ce ne sera pas dans la loi. Donc est-ce que je dois comprendre que ce sera non? Mais on ne validera jamais les propositions d'un gouvernement qui considère l'immigration comme un projet au moment où nous, comme beaucoup de Français, nous considérons que c'est un problème. Bon, merci beaucoup Sébastien Chenu. Donc on a compris que c'était non. C'est non. Même si vous disiez tout à l'heure que vous votiez quand ça allait dans le bon sens. Mais ça ne va pas dans le bon sens. Ça va quand même dans le bon sens, peut-être pas assez loin pour vous. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été là ce matin.